Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue dans l'émission Confidence pour Confidence. Un viager, une mort inattendue et ce sourire. Un sourire qui le dérange, le hante même. En scène Vlog, le flic de papier doit comprendre, mener l'enquête pour chasser cette peine qui l'étreint. Après flic de papier et fausse note, à la place de l'autre prix du polar virtuel, Guy Reichenmann revient avec Même le scorpion pleure aux éditions Polar K1. Un polar mentaliste, original et pour le moins surprenant. Bonjour Guy Reichenmann. Bonjour Fabienne. C'est quoi un polar mentaliste ? C'est un polar qui va rechercher ses sources dans le mental du héros. Voilà, donc il va rechercher un petit peu dans sa tête ce qui se passe. C'est-à-dire, vous pouvez développer ? Oh, je peux développer. J'ai combien ? Quelques minutes. Nous avons 30 minutes le temps de l'émission. Dans ce texte, en effet, je fais rechercher mon héros, Anselme Villoc, en effet, qui a c'est son quatrième opus, quatrième enquête, on va dire. Et dans cette enquête, au départ, il ne va pas y avoir d'enquête puisqu'il va chercher à savoir d'où il vient parce qu'il est né sous X, ce garçon. Donc c'est en recherchant ses origines qu'il va pouvoir, un peu par hasard, dénouer une histoire criminelle assez compliquée. On va dire, vous savez, quand on écrit, on essaie toujours de mettre en place le crime parfait. Voilà. Donc j'ai essayé de mettre en place le crime parfait et c'est en recherchant ses origines. Donc pour rechercher ses origines, eh bien, il faut piocher à l'intérieur de soi dans la mesure où personne ne veut vous parler de vos origines, donc il est livré à lui-même et c'est de ce fait qu'il va être obligé de compter que sur lui. Et que sur sa mémoire, son esprit, son mental. Voilà, donc c'est un polar mentaliste. Oui, on y reviendra un petit peu plus loin dans notre interview sur cette originalité de votre roman polar. Alors le titre est écrit en rouge pour nos auditeurs, Même le scorpion pleure, avec le dessin d'un scorpion blanc sur fond noir. Qu'est-ce que c'est que ce scorpion, Guy ? Scorpion, c'est le signe astrologique de mon héros, Anselme Villoc, qui est né le 13 novembre 1952. Donc en effet, pendant ses recherches d'origine, eh bien, il va passer par la case astrologie. Et dans cette case astrologie, eh bien, il y a automatiquement le scorpion, puisque c'est le signe du mois de novembre, mais le plus important, je serais tenté de dire, c'est son ascendant. Il est ascendant Gémeaux, et j'ai une phrase que j'ai écrite, donc, puisque c'est moi qui ai écrit ce livre, et dans laquelle j'ai dit « Quand son Gémeaux rit, le scorpion pleure ». Voilà. Donc on a pris cette phrase pour illustrer le texte. Oui, avec le thème donc de l'astrologie qu'on retrouve dans votre roman. Alors Anselme Villoc, votre personnage, ce flic de papier, il est en vacances sur le bassin d'Arcachon et vous le situez dans les années 80, c'est ça ? 10, oui, 93 exactement. Je situe toujours avant l'arrivée des téléphones portables, tous mes textes. Le premier que j'ai écrit il y a quelques années, c'était en 56, vous voyez, ça ne rajeunit pas. Ensuite 78, c'était le choix de Victor. Ensuite 88, mon flic est arrivé sur le bassin. Il s'est trouvé bien qu'il est resté en 91, 92 et là on est en 93 et j'ai un petit peu peur de cette arrivée de téléphone portable parce que moi-même je suis très mal à l'aise avec ça, si ce n'est que je peux le mettre en mode avion, mais c'est à peu près tout ce que je peux faire avec. Vous écrivez d'ailleurs à propos de votre personnage Anselme qu'il est plutôt du style ermite errant que chevalier conquérant. Oui, c'est une personne tout à fait banale. C'est-à-dire que quand j'ai écrit j'ai créé ce personnage, je me suis imaginé moi en flic. Alors que j'ai pas du tout les qualités pour faire ça, dans la mesure où mon intuition est tout à fait limitée, mon sens commun n'est pas trop présent non plus, et je ne suis pas, un bagarreur et un teigneux. Donc pour être flic, je pense qu'il faut être déjà un peu intuitif et avoir un peu le goût du contact. Voilà. Donc je me suis dit, un gars comme moi qui est flic, qu'est-ce que ça donne ? Donc j'ai créé Anselme Villoc. Vous vous êtes imaginé dans la peau de ce personnage ? Voilà, complètement. Donc j'ai dit, pour développer ce personnage, eh bien j'ai dit de quoi Guy Reichenmann aurait besoin pour avancer dans une enquête. Donc j'ai créé des personnages en fonction de mes besoins à moi. Alors ça commence par un viager, c'est ça ? Ah oui, dans le dernier, ça commence par un viager, en effet. Mais de toute façon, tous mes textes démarrent sur des choses
très futiles. C'est-à-dire qu'il y a un texte où il se promène sur la plage et puis il voit une jeune femme en position de yoga, mais qui, avec un regard hypnotique, il va la voir, il lui dit ça va, et en fait elle va pas du tout. Elle parle de son fils, mais le problème c'est qu'elle est vierge. Enfin voilà. Donc, et dans celui-ci, en effet, il va à l'enterrement de son copain qui est mort d'une rupture d'anévrisme. Je dirais quoi de plus normal presque. Mais pendant l'enterrement, il voit en effet le détenteur du viager, donc l'heureux détenteur du viager, mais qui a un petit rictus de satisfaction et ça lui plaît pas du tout. Oui, ce sont des petits détails en fait qui attirent l'attention. Voilà, il est observateur, il a cette qualité quand même. Alors il y a aussi d'autres personnages, David, Sylvia, la femme d'Anselme, et Lily, l'enfant surdoué et pragmatique. C'est ça, il y a deux trépieds, c'est David, le bon sens, et Lily, la lumière. Est-ce que vous pouvez parler de Lily, parce que j'ai été très touchée par ce personnage. Eh bien Lily, oui, enfin j'ai reporté un petit peu parce que moi j'ai un fils qui est un peu dans ce cas, qui nous a posé pas mal de problèmes jeunes, dans la mesure où, comme tout gamin qui a des centres d'intérêt qui ne sont pas de leur âge, eh bien ça peut poser problème. Souvent d'ailleurs, ça questionne, et il posait des questions tout à fait étonnantes à des âges où il n'aurait pas dû les poser, à un âge où il n'aurait pas dû les poser. Donc j'ai retranscrit un peu ce garçon dans une fille. Parce que elle, en revanche, elle est, comment dirais-je, c'est une surdouée brillante, c'est-à-dire c'est une surdouée lumineuse. C'est pas une surdouée à problème, parce que vous savez, dans la case des, comment on appelle ça, des précoces, c'est vraiment très large. Hein. C'est pas uniquement l'enfant qui va aller plus vite que les autres dans tous les sens, pas du tout. Il va plus vite que les autres dans un sens souvent, mais dans tous les autres, il est en retard. Donc, alors que Lily, elle est plutôt positive un petit peu dans tous les sens. Voilà. Donc c'est pour ça que ça aide beaucoup Anselme. Oui, j'aime bien parce qu'en fait vous défaites tous les clichés qu'on peut avoir sur ces sujets, hein, là notamment au sujet des surdoués. Hein. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant et très touchant. Quel est votre parcours, Guy Reichenmann ? Comment vous êtes arrivé à l'écriture, surtout? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Mais c'est vrai que si vous m'aviez connu quand j'étais étudiant, j'étais sportif, je voulais faire le Krebs, je pensais que sport, je rêvais que sport, je m'entraînais beaucoup, j'étais un athlète relativement assez doué, on peut dire, et finalement je n'ai pas fait le Krebs pour des raisons, sombres raisons. Voilà, ça s'est trouvé, voilà, c'est les hasards de la vie, et j'ai fait une école de commerce qui m'allait, pour lequel je dis pas que ça n'a pas d'intérêt, mais disons que pour moi c'était pas exactement ce qui me convenait, mais enfin je l'ai fini, j'ai fait Subdeco, c'était très bien. Ensuite j'étais acheteur chez Ford, vous voyez, donc c'est une dimension que j'envisageais même pas, mais j'étais acheteur à l'international, je me débrouillais très bien. Et ensuite, comme je suis pas carriériste, j'ai démissionné. Alors à 28 ans, quand on démissionne de chez Ford, c'était curieux. Et j'ai créé une boîte dans le sport, justement, dans le golf, parce que j'ai découvert le golf assez tard, mais là aussi j'avais quelques aptitudes, puisque je suis passé professionnel assez rapidement, et j'ai développé pendant 20 ans une boîte dans le golf, et j'ai joué un peu sur tous les parcours du monde. Donc le sport est revenu à moi un peu, quelque part, et j'ai pu en effet prodiguer ma pédagogie, parce que j'étais relativement un bon pédagogue, et là j'ai pu en effet travailler dans ce que j'aimais. Alors comme j'avais fait Subdeco, j'ai développé toute la partie commerciale aussi, comme quoi ça m'a servi. Et puis en effet j'ai vendu, relationnel. Voilà, j'ai vendu ma boîte à 48 ans, donc c'était relativement tôt. Et ensuite j'ai fait de la télé, beaucoup de télé, où là j'écrivais des petits scénarios pour faire des sujets. Là je commençais un petit peu à écrire, et on m'a dit tiens, ce que j'écrivais c'est assez original. Alors j'ai écrit quelques nouvelles qui sont bien passées, parce que je les écrivais assez vite. Bizarrement la nouvelle ne me posait pas de problème, peut-être que je les écris pas très bien, mais ça me posait pas de problème pour les écrire. Et ensuite on m'a dit tiens, il faut que tu passes un petit peu plus à l'échelon supérieur, si l'on peut dire. Ça encore c'est discutable, parce que certains considèrent la nouvelle comme l'élément le plus compliqué à faire. Donc moi je suis passé sur le roman. En effet, au départ, on a toujours l'impression qu'on n'a pas assez de souffle pour écrire un roman, surtout quand on vient de la nouvelle. Et en effet, c'est vrai, parce qu'il faut vraiment là beaucoup travailler et réfléchir différemment que sur la nouvelle. Et donc j'ai commencé à écrire en effet un premier texte qui s'appelle Les fourmis dans les doigts, qui a été édité chez l'Harmattan il y a une dizaine d'années maintenant. Et ensuite j'ai écrit 7-8 livres, je ne sais plus, enfin si je sais exactement, mon 8e va sortir l'année prochaine. Donc voilà, et là j'ai commencé à mettre
à mettre du souffle dans mes textes, mais j'arrive à une certaine épaisseur de livre. C'est-à-dire que j'écris en effet entre 250 et 300 pages, et là, c'est fini. J'ai tout raconté. Alors bien sûr, on peut toujours allonger en mettant beaucoup de dialogue, beaucoup de descriptions, mais dans le texte, ce qui est important, c'est l'épure. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être assez précis et ne pas perdre trop le lecteur. Voilà. C'est pas un traité théologico-politique que j'écris, hein. Donc c'est vraiment des textes où il y a une intrigue, où il y a en effet une réflexion, mais enfin les gens qui lisent un polar ou un roman noir, eh bien ils veulent quand même aller à l'essentiel assez vite. Oui, tout à fait. Je trouve justement que votre polar est très original, hein. Je dois dire que vous m'avez réconcilié avec les polars, hein, le style, voilà, très poétique, donc c'est très surprenant. Il y a toujours des poèmes dans mes polars. Oui, c'est pour ça que c'est un peu particulier. D'ailleurs, quand je suis dans des réunions de polar 2 entre guillemets, c'est rien de négatif, hein, mais des gens qui écrivent en effet des thrillers, qui écrivent des textes un petit peu durs, un petit peu sanguinolents, ce qui est très porteur actuellement. Dans la foulée des Silences des agneaux. C'est le Silence des agneaux qui a déclenché toute cette arrivée de psychopathes. Et donc ça plaît beaucoup. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je suis pas du tout l'actualité. J'écris vraiment ce que j'ai envie d'écrire, quoi. Je cherche pas à coller à une actualité du tout. Alors maintenant, on va accueillir Mara Sasnouk, je ne sais pas si je prononce bien. Bonjour Mara. Bonjour. Qui est chanteuse et qui vient donc pour le live. Elle est née à Salta en Argentine et elle se consacre au chant, à la fois lyrique et populaire. Elle a étudié dans des institutions, et elle a eu d'excellents professeurs. Dans son dernier album, Naci Vieja, elle imagine un univers où explose et parle des sons inaudibles ainsi que le vide ouvert et inhibé. Je ne sais pas si je présente bien. Je pense que oui. Je ne peux pas comprendre tout, mais... Voilà. Et vous vouliez nous interpréter une chanson du nord de l'Argentine, c'est ça? Oui, c'est une chanson typique de le nord de l'Argentine. Et c'est avec un instrument. Il s'appelle la caja, ou caja, boîte. Oui. C'est une boîte. Qu'est-ce que c'est comme un petit tambourin presque, hein. C'est comme un petit tambourin. Oui, c'est ça. C'est une boîte. Boîte ou boîte? C'est ça. C'est ça. Une boîte. Donc c'est ça. C'est une petite chanson très pour les fêtes de le nord de l'Argentine, pour la gens qui viennent de les montagnes. Oui, je parle bien. Très bien, tout va bien. Tout va bien, Mara. Oui, d'accord. C'est ça, c'est une chanson un peu triste, un peu pour les fêtes de la montagne. Je vous propose, chers auditeurs, de découvrir Mara et d'écouter sa chanson. Blanca me parió mi madre de vicio me has de aborrecer. Blanca como el algodón andando juntito nos de amanecer. De blanca me he vuelto negra de vicio me has de aborrecer. Tanto servirle al amor andando juntito nos de amanecer. Bravo. Bravo, Mara. Toujours admiratif dans ces voix a cappella. On chante sous sa douche, mais quand on a des voix comme ça puissantes, c'est toujours impressionnant. Vous connaissiez Mara Sasnouk, Gireşanlar? Mais je la connais très très bien grâce à vous, Fabienne. Et oui, vous m'avez envoyé un YouTube où elle chante avec une jeune femme brune, pas a cappella puisque Mara joue de la guitare, et c'est un très beau duo à deux voix. Oui. Alors, pour en revenir à votre roman Gireşanlar, vous écrivez Mon scorpion a repris le dessus. Vous êtes scorpion? Oui, c'est Anselme. Moi, je suis dans la peau d'Anselme. Hein. En effet, quand le scorpion reprend le dessus, c'est pas bon signe pour lui. Hein. C'est pas bon signe, hein, parce que vous avez
Vous avez sans doute remarqué que sa quête de ses origines n'est pas facile. Et en effet, le Scorpion, souvent, il reprend... C'est assez tortueux. Il reprend le dessus. Il reprend le dessus parce que je n'invite pas que l'astrologie. Vous faites aussi, plus qu'allusion même au hasard, aux coïncidences. Pourquoi ces références ? Toujours, mon premier texte était basé justement sur les hasards et les coïncidences. Je disais que le hasard pour moi n'existe pas. Enfin, il n'y a pas que moi qui le dis. Moi, ce qui est important, c'est la coïncidence, et principalement alors les coïncidences, il y en a beaucoup, mais celle qui est intéressante, c'est la significative, celle qui change le cours de votre vie. Et ça, moi, au cours de ma vie, c'est arrivé. J'ai eu au moins 2 fois des coïncidences significatives qui ont changé le cours de ma vie. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Mais la coïncidence, le corollaire de la coïncidence, c'est l'action. C'est-à-dire que si le hasard, pour moi, il n'y a pas d'action qui est corrélée au hasard. En revanche, sur la coïncidence, oui. C'est-à-dire qu'il faut bouger, il faut aller au-devant d'eux pour pouvoir aller chercher un peu son destin, entre guillemets. C'est pour ça que mon deuxième texte, j'y reviens, je suis bavard. Dans le choix de Victor, je parle du déterminisme et du libre arbitre. Ça, c'est toujours un petit peu pareil. De toute façon, vous savez que dans une œuvre, entre guillemets, de personnes qui écrivent, on retrouve toujours un petit peu les mêmes ressorts. Les mêmes ressorts. On retrouve toujours les mêmes ressorts. Moi, mes ressorts, en effet, sont les coïncidences, le mouvement et la famille, parce que la famille revient très souvent. Et en effet, Anselme, il a de paix ni de cesse que d'essayer d'être en famille, puisqu'il n'en a pas eu au départ. Oui, je trouve intéressant en tout cas d'aller au-devant des coïncidences finalement. C'est une façon de déjouer aussi. Alors dans notre société plutôt manichéenne, vous avez mis une citation au début de roman qui m'a intriguée. « Le mal est nécessaire, s'il n'existait pas, le bien n'existerait pas » d'Anatole France. Oui. Pourquoi cette citation ? C'est bien résumé, quoi. C'est-à-dire que le mal est nécessaire, oui, de toute façon. Je ne sais pas si c'est dans ce texte-là ou dans le précédent où j'avais créé, entre guillemets, un oxymore qui s'appelle, que j'ai nommé homme bon. Donc ça veut tout dire. Oui, oxymore. Un oxymore, homme bon, donc ça veut tout dire. Je crois que c'est dans celui-là où j'ai dit qu'en effet que si on enlève un petit peu les cages dorées à la bombe dans lequel on parque un petit peu, enfin l'humanité, pas toute l'humanité, mais enfin un certain nombre de gens, heureusement qu'ils sont dans ces cages dorées à la bombe, parce qu'il ne faut pas ouvrir les grilles. Alors j'aimerais revenir aussi sur cette recherche des origines d'Anselme avec son thérapeute qui lui propose, je cite, de déblayer la route pour mieux circuler dans son inconscient. C'est ça. Alors là, c'est le principe de la régression. Des régressions, il y en a beaucoup, mais j'ai écrit, en effet, j'ai fait revenir Anselme dans des régressions en conscience modifiée. Pourquoi ? Parce que j'ai expérimenté moi-même cette thérapie. J'étais obsédé par la guerre de 14. Ça fait longtemps que très très longtemps que je suis obsédé par la guerre de 14. Et pour m'endormir, d'ailleurs, il fallait que je repense à des scènes de tranchées, des scènes de guerre, bizarrement. Alors, j'ai voulu me débarrasser un petit peu de ça. C'est pour ça que j'ai été voir un thérapeute qui m'a fait revenir en régression dans des... alors ça peut paraître un peu bizarre pour beaucoup, dans des vies antérieures. Donc je suis remonté en 14 et je me suis aperçu que je n'avais pas fait la guerre. Donc à partir de là, j'ai fait 4 ou 5 séances et au sortir de ces séances, j'ai été nettoyé de la guerre de 14. C'est-à-dire que je n'y pense plus. C'est intéressant ça. Voilà. Et donc j'ai codifié cette technique sur Anselme. Alors je ne vais pas en parler, je ne vais pas dire ce qu'il se passe pour Anselme. Non, on ne va pas tout dévoiler. Mais je l'ai placé sur un autre domaine, en effet, qui est accessible également, ou pas accessible pour certains. Voilà. Donc j'en dis pas plus, c'est tout à fait abscons, mais c'est fait exprès. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est presque comme certains acteurs, vous avez besoin de vivre certaines choses pour les écrire. Mais je crois que c'est indispensable. C'est-à-dire que je vais pas sur Wikipédia pour copier. Bon, c'est vrai que quand j'écris sur la guerre de 40, j'ai parlé des camps dans la fausse note, c'est vrai que j'ai lu beaucoup Les Bienveillantes, Robert Merle,
Primo Levi, pour écrire 30 ou 40 pages simplement. Donc là, j'ai pas pu aller les vivre ces instants, c'est évident. Mais je me suis beaucoup comment on appelle ça, renseigné, et j'ai beaucoup lu. Voilà. Donc il faut bien sûr, il faut lire, mais si on peut expérimenter, c'est aussi bien. L'astrologie, pareil. Hein. L'astrologie, le thème que j'ai fait faire de mon garçon, eh bien, il correspond en tout point à ce que j'ai écrit depuis le premier tome. C'est quand même très très surprenant. Ça, voilà. C'est vraiment étonnant. Il a la lune noire, il a le doute, enfin il a tout. Donc c'est pour ça que j'y crois beaucoup dans ce personnage. Mais c'est pas le mien, hein, en plus. C'est pas du tout. Bon, moi je suis Lyon, je suis né au mois d'août, ça n'a rien à voir avec moi. Je suis né à Libreville, lui il est né à Roubaix, ça n'a rien à voir. Mais pourtant il y a une convergence. Une convergence dans vos vécus. Ouais. Quel est l'auteur, pour partir un petit peu sur autre chose, quel est l'auteur que vous, Guy Reichenmann, vous aimeriez rencontrer? Qui est votre modèle Mais je ne peux plus le rencontrer puisqu'il est mort, mais c'est un auteur très décrié, c'est Céline, mais c'est justement parce qu'il est décrié et par la qualité de son écriture, et c'est un inventeur. Voilà, il a inventé une nouvelle écriture au XXe siècle, incontestablement pour moi. Et ce qui est très amusant, c'est au début, quand j'ai lu Céline, je me souviens, j'ai dit qu'est-ce que c'est mal écrit. Et puis tout d'un coup, il est passé d'une écriture à une autre, ensuite d'une autre écriture, il en a inventé une troisième. De la troisième, j'ai l'impression d'avoir découvert une quatrième. Et chaque fois, je découvrais quelque chose chez ce garçon. Et je trouve que c'est un amalgame incroyable. Et en effet, et d'ailleurs, il a prouvé un peu dans sa vie, parce qu'il était là aussi incernable. Voilà. Et je fais beaucoup confiance aux femmes. Moi, j'ai une femme à qui je fais beaucoup confiance. Et la femme de Céline disait, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais je m'ennuyais jamais avec. Oui, on le retrouve d'ailleurs dans votre roman. On voit qu'il y a une belle complicité entre Anselme et puis sa femme Sylvia. J'ai trouvé très jolie, oui, cette jolie complicité. Qu'est-ce qui vous inspire pour écrire, Guy Reichenmann ? Ah, c'est une très très bonne question, tiens. Si je pouvais y répondre comme ça, je pourrais continuer celui que je suis en train d'écrire. Hein, voilà, parce que j'ai commencé un autre texte, deux autres textes. Je reprends. Parce qu'il y a des thèmes en particulier. Oui, alors le thème du prochain, c'est l'absolu, c'est vrai. Mais grand thème, ça. J'ai commencé à écrire, oui, il y en a beaucoup des absolus. et j'ai commencé à écrire, et pour l'instant, je me suis arrêté. Pourquoi ? Parce que, il faut être en forme physique déjà, j'ai eu quelques petits soucis. Ça va mieux, merci. Mais j'ai développé ce thème de l'absolu, et pour l'instant, je suis un peu en panne parce qu'il faut faire la promotion de ce livre-là. Vous savez que c'est un boulot de faire une promotion, même à n'importe quel niveau. Hein. Voilà, il n'y a pas de niveau de promotion, entre guillemets. Il faut bouger, il faut aller voir les gens, encore une fois, comme les coïncidences. Et si on ne bouge pas, bien, on ne peut pas se faire écouter, on ne peut pas se faire lire. Et quand on fait ce travail-là de commercial, eh bien, c'est compliqué de rester ensuite, de se revenir dans sa coquille pour essayer de créer. C'est compliqué. Oui, c'est un travail d'ailleurs, entre guillemets, qui n'est pas toujours évident pour les écrivains qui aiment parfois rester dans leur tour à bien d'ivoire. sûr, mais la plupart des écrivains sont les vrais, les vrais. Pas de polémique, mais c'est vrai que les gens qui écrivent, en principe, ils sont vraiment dans leur coquille, quoi. Ils vont pas écumer les plateaux de télé. N'est pas Jean Dormesson qui veut, quoi. Gros coup de cœur, donc, Même le scorpion pleure de Guy Reichenmann aux éditions Polar Cairn. Je sais pas si Cairn, oui. Cairn, voilà. Oui, c'est une maison d'édition qui est pour une très belle maison d'ailleurs. Une histoire très bien ficelée, originale, poésie du style, poésie des lieux, profonde humanité des personnages. Bref, vous l'avez compris, chers auditeurs, on ne peut que vous recommander la lecture de ce polar mentaliste que vous trouverez bien entendu dans toutes les librairies. Et merci beaucoup à Guy Reichenmann d'avoir accepté mon invitation. Merci à Mara Chasnou, je vais y arriver, de nous avoir fait vibrer avec la chaleur de sa voix. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission et je vous propose de nous retourner pour la photo finale. On vous embrasse. Ciao, ciao. Bye bye. Merci.